Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette formation 5 idées reçues sur l'homoparentalité. On va d'abord se présenter. Donc, on va animer cette formation à trois. Moi, je suis Caroline Dehaas, activiste, et je vais laisser Marie et Éléonore se présenter. Alors, il faut que tu allumes ton micro. Vas-y. Moi, je suis Je te laisse commencer. donc, je suis Marie Durand, je suis cofondatrice du collectif Famille. Et merci Caroline de nous accueillir pour ce soir. Et donc moi, je suis Éléonore, je suis membre du collectif Famille depuis quelques mois. Et j'en dirai un peu plus juste après. Donc, bienvenue. Merci d'avoir co-construit cette formation. C'est vous qui allez l'animer pour la plupart. Moi, je vais faire l'animatrice de la soirée. Voilà, vous avez les hâtes de Instagram, Twitter. Si vous voulez nous taguer, partager, vous pouvez partager tout ce que vous voyez s'afficher à l'écran sans problème. Je vous laisse présenter le collectif Famille. Yes, alors le collectif Famille, on l'a créé il y a maintenant un peu plus d'un an. L'idée, c'était de réunir des personnes qui partageaient un peu la même énergie et la même envie, donc l'énergie un peu optimiste et engagée au service donc, de cette envie de visibiliser un petit peu plus les familles LGBTQIA+, de la rendre un peu plus au cœur de la vie des citoyens et des citoyennes, du milieu éducatif, des professionnels, des accompagnants médico-sociaux, et de les faire rayonner. Donc, nous connecter, soutenir nos familles, les faire rayonner, et aussi derrière en filigrane, l'idée de valoriser un peu plus encore la diversité comme source de richesse pour la société. Merci. Alors, on commence ? Ouais. C'est parti. Alors, juste peut-être avant de vous laisser la parole, d'abord, moi, d'où je parle et pourquoi cette formation. En fait, en tant que citoyenne, en tant que militante, en tant qu'activiste, militante me définissant de gauche et féministe, en fait, je m'intéresse à plein de sujets qui ne sont pas du tout des sujets sur lesquels j'ai un cœur d'expertise. Et voilà, depuis maintenant quelques semaines, le jeudi soir, je propose des formations. Donc, moi, je prépare la formation, ça me permet de me former sur la thématique en même temps. Et puis, je suis toujours accompagnée soit de personnes concernées sur la thématique, soit de personnes qui sont aussi parfois militantes ou expertes de la thématique. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire de la vulgarisation pour le grand public en partant, moi, de mes propres centres d'intérêt, interrogations, ou des centres d'intérêt ou d'interrogation des personnes qui me sollicitent pour animer ces formations. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, Éléonore et Marie. Voilà, et moi, je parle Ouais, si, justement. C'est bon, j'ai mon micro. Moi, je parle, donc, je suis donc cofondatrice du collectif Famille, et je parle ici aussi en tant que maman de 3 enfants, et donc dans une famille, ayant vécu en famille recomposée, puisque j'ai un parcours de 3 enfants avec un père avant, et maintenant donc lesbienne, assumée et heureuse de l'être. Éléonore ? Et moi, je suis également lesbienne et ma famille, pour le moment, elle est composée que de 2 personnes, mais voilà, on verra après. Et par ailleurs, je suis également militante féministe et formatrice sur les questions de genre. Et en fait, globalement, nous, on a voulu animer cette formation parce que, comme le disait Marie tout à l'heure, notre objectif, c'est de faire rayonner nos familles, et ça passe aussi par le fait de casser les idées reçues sur nos familles, justement. Alors, de quoi on va parler ce soir? Ça ne va pas tout à fait être 5 idées reçues, c'est 3 idées reçues, mais il y a déjà beaucoup de choses à raconter sur ces 3 idées reçues. Il va y avoir une petite introduction pour donner quelques chiffres, quelques dates, reposer le cadre. Et puis ensuite, on a choisi 3 idées reçues que vous voyez s'afficher à l'écran. Et puis, on terminera par un échange avec Marie-Clémence Bordeniquez, qui est là ce soir et autrice du livre « On ne choisit pas qui on aime ». Alors, on commence par de quoi on parle? Éléonore, c'est toi qui prends la main ou c'est Marie? C'est moi. C'est Marie qui va nous dire un peu de quoi on parle quand on parle d'homoparentalité. Voilà, quand on parle d'homoparentalité, derrière ce mot-là, en fait, il y a une grande diversité de typologies de familles. Il y a une première grosse masse qui est finalement constituée des familles homoparentales composées de 2 mamans, 2 papas qui font appel pour avoir accès à la parentalité, à l'adoption nationale ou internationale, à la PMA à l'étranger jusqu'à maintenant. Et puis, donc, depuis 2021, ce sera possible. Ce sera, je dis bien quand même, en France, possible. Et puis, il y a la GPA à l'étranger. Il y a aussi, bien sûr, d'autres configurations, comme la coparentalité et les inséminations artisanales. On en parle peu ici, mais voilà, c'est pour expliquer un petit peu le contexte de grande diversité. Et puis, il y a aussi une autre grande typologie de familles homoparentales, qui sont les familles homoparentales recomposées, avec des enfants d'une union précédente hétéro.
On en parle peu, mais c'est quand même assez représentatif, et d'ailleurs de plus en plus. Alors, on commence par après, on regarde des dates, d'accord? Et c'est vrai que moi, en préparant cette formation, je me suis rendu compte que dans mon imaginaire, les familles homoparentales, c'était la première catégorie et que je n'incluais pas du tout dans ma façon de penser ce sujet, et notamment la question des discriminations, l'autre typologie dont tu as parlé. Alors, sur les dates, à votre avis, donc là, vous pouvez répondre dans le chat, de quand date la dépénalisation de l'homosexualité en France? Attention, il y a un piège. Vous diriez de quand? 1945, 1982. En fait, il y a 2 dates, c'est ça, hein? Ouais, exactement. C'est un piège, comme tu le disais, puisque 1791, c'est la date qui met fin au crime de sodomie, qui conduisait très littéralement des hommes gays au bûcher. Et puis la deuxième, 1982, c'est la date de la fin d'une discrimination sur l'âge de la majorité sexuelle. Il y avait une différence pour les hétéros et pour les personnes LGBT sur l'âge de la majorité sexuelle. Et est-ce qu'il y a la date à laquelle l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie? Ça, c'est à peu près aussi dans les années 80? Oui, exactement. C'est 1981, je crois. D'accord. Donc, on est dans les mêmes dates, quoi. Exactement, OK. exactement. Et on avait mis 1945 comme petit piège, mais à noter que pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, le gouvernement Vichy a repénalisé les relations homosexuelles si l'une des 2 personnes avait moins de 21 ans. D'accord. On profite pour dire qu'il y a une exposition à la Maison de la Shoah à Paris qui est sur ce sujet, qui est très intéressante. En ce moment? En ce moment, ouais, qui va OK. bientôt finir. Alors, de quand date le Pax? Ça, normalement, c'est plus facile. Il n'y a pas de piège. La bonne réponse est 1999. Et donc, vous avez mis une photo de manif. Oui, exactement, puisque à oublié. l'époque, déjà, on avait des manifs anti-Pax qui parlaient de dissolution de famille, de la famille, donc peut-être ça vous rappelle quelque chose de plus récent, avec des énormes manifestations, comme on l'a vu un peu plus tard. Et par contre, le Pax, ça donne pas du tout les mêmes droits que le mariage, vous savez probablement, et notamment, ça donnait pas du tout le droit de créer une famille. Le Pax ne donne pas le droit à l'adoption, donc c'était même pas possible à ce moment-là d'adopter l'enfant de son conjoint si le conjoint en question était de même sexe que nous. Et puis, de quand date l'adoption des couples de même sexe? Est-ce que vous avez la réponse? Ouais, la bonne réponse, vous l'avez, c'est 2013. Et là, on a encore eu des manifs. Exactement, encore des énormes manifestations, des images très violentes dans les médias. Peut-être Marie-Clémence en parlera tout à l'heure, en deuxième partie. Et donc là, les mêmes droits, l'adoption, la succession. Alors, petit rappel quand même, parmi les candidats actuels, les candidates à la présidentielle dans les manifs à l'époque, il y avait Pécresse, Le Pen. À noter que Éric Zemmour a été rallié récemment par la Manif pour tous. Donc voilà, des personnes qui ont manifesté activement contre les droits des personnes LGBT et des familles homoparentales. Et puis, de quand date l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes? On nous dit en message Darmanin aussi, oui, c'est vrai. 2021, misère, on nous dit, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'en quelques mots, on peut dire ce que c'est la PMA? Oui, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Donc, c'est des techniques médicales qui permettent d'accéder à la parentalité, donc soit par insémination artificielle avec ou sans donneur, soit par une fécondation in vitro avec ou sans donneur, là encore, ou avec ou sans donneuse. Je voulais juste préciser peut-être que la première loi de bioéthique, donc ce qui autorisait la PMA pour les couples hétéros, c'était 1994. Donc entre 1994 et 2021, il y avait une discrimination faite en direction des couples de femmes et des femmes seules. Et là, dans la nouvelle loi, c'est ouvert aux femmes seules, aux couples de femmes. Par contre, ce n'est pas ouvert aux femmes trans. Oui, aux hommes trans. exactement. Ouais. Quelques chiffres. Alors, sur les chiffres, il y a un truc qui est très intéressant dans ce que vous avez dit sur les chiffres, c'est que, en fait, déjà, on n'en a pas. Et ça, c'est très révélateur. C'est-à-dire qu'en matière de politique publique ou en matière de transformation sociale, quand on ne peut pas mesurer quelque chose,
en fait, on n'a pas la possibilité de mettre en place des politiques qui vont avec. Nous, on a eu ça récemment, enfin, les mouvements féministes se sont mobilisés récemment sur la question des violences sexistes et sexuelles, puisque le gouvernement a supprimé purement et simplement l'ONDRP, donc l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui permettait de mesurer la question des violences sexuelles. Et donc, en fait, il y a quand même on n'a pas de chiffres, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête officielle, ou très peu, c'est ça, de la part du gouvernement sur la question des couples de même sexe et des familles. Oui, exactement. Il y a pas de chiffres. Bon, pour plein de raisons, hein, parce qu'on ne peut pas poser ces questions-là directement. Donc, il y a des suppositions, il y a des projections, il y a des statistiques de statistiques, mais du coup, qui sont clairement fausses, qu'on estime, je pense, assez clairement en dessous de la réalité. Et comme tu le dis, ce qui ne se compte pas ne compte pas, et donc clairement, on est en plein dedans. Il faudrait vraiment qu'il y ait une volonté politique forte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a eu la possibilité de poser la question assez ouvertement. Donc oui, il y a des chiffres sur les discriminations contre les personnes LGBTQIA+, par SOS Homophobie ou par les défenseurs des droits, mais sur la question de nos familles, de combien de parents et d'enfants sont concernés, il n'y en a pas ou très peu. Et je sais qu'il y a des sociologues qui sont en train de travailler dessus avec les institutions de sondage, notamment pour essayer d'en avoir un peu plus. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît le nombre de PACS, c'est ça ? C'est ça, on connaît le nombre de PACS, on connaît le nombre de mariages. D'ailleurs, on observe là qu'il n'y a pas eu de dissolution de la famille comme annoncé. Les Français, les Françaises ont continué à se marier, sauf pendant le Covid 2020. Cette grosse baisse là, c'est le Covid. On connaît aussi, il y a quand même quelques études récentes de l'INSEE qui estiment le nombre de familles homoparentales. Donc, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on a deux études là en 2011 et en 2018, une qui nous dit qu'il y a 100 000 couples et la deuxième 260 000 couples. Bon, a priori, il n'y a pas eu une augmentation à ce point du nombre de couples homoparentaux. Donc, il y avait clairement une sous-estimation en 2011. Peut-être c'est encore le cas en 2018. Et par ailleurs, il y a quand même un truc intéressant qu'on observe, c'est que l'INSEE a traîné des pieds. Donc, pour le recensement, jusqu'à récemment, en 2019 encore, le formulaire, il était écrit, alors je pense que c'est sur la slide juste après, et il était écrit une chose intéressante. Donc, pour les couples homoparentaux, un parent se déclare père et l'autre mère, quel que soit leur sexe. Donc là, en 2019, on est quand même 8 ans après le mariage pour tous et toutes. C'est assez intéressant de voir que l'INSEE en est là. Et le prétexte de l'INSEE, ce qu'ils expliquent, la raison pour laquelle ils mettent cette petite case et ils ne veulent pas mettre parent 1, parent 2, par exemple, ils disent que c'est compliqué pour les gens de comprendre justement parent 1, parent 2. Donc, en fait, moi, j'ai un peu envie de dire que l'INSEE présuppose que les personnes hétéros sont stupides. Et on, par ailleurs, renvoie aux LGBT qui sont anormaux, puisqu'ils ne rentrent dans aucune case quelque part. Donc, effectivement, on sait peu de choses. On sait des choses sur globalement, on estime combien on est, mais par contre, ce qu'on ne sait pas du tout, c'est aussi quel est le vécu de ces familles homoparentales. Et ça, peut-être, Marie, tu peux en dire 2 mots. Oui, exactement. Alors, il y a des études qui ont été faites, mais très souvent donc, sur le vécu des familles, sur comment aussi évoluent les enfants. La limite de ces études, c'est que déjà, elles sont très peu visibilisées et que par ailleurs, elles sont souvent décrédibilisées par la problématique du nombre, en fait, et donc non représentatif. Et donc, forcément, chacun peut interpréter et donc dire que derrière ces études, il y a des militants et que donc c'est faux. Et ça, c'est un vrai souci parce qu'il y a quand même des études qui prouvent un certain nombre de choses. On y reviendra à la fin de la formation, mais qui montrent quand même que nos enfants vont bien. Est-ce que vous avez des questions sur les chiffres et sur les dates ? Ou est-ce que vous pouvez dire tout est OK dans le chat, si tout est OK ? C'est OK, super. Alors, on commence par la première idée reçue. Donc, en fait, globalement, première idée reçue, comme beaucoup, en fait, comme souvent quand il y a eu des lois, c'est que, hein, ça va. Je veux dire, là, c'est bon, hein, vous les avez les droits, voilà, on ne va pas se plaindre, hein, tout va bien. Voilà. Donc ça, cette idée reçue qu'il n'y aurait plus de problème aujourd'hui pour les familles homoparentales, et donc c'est faux.
Oui, on peut dire assez clairement que c'est faux. Alors, les idées reçues, ça va être c'est plus un sujet, je ne vois pas où est le problème, il n'y a plus de discrimination de toute façon aujourd'hui. Depuis que les homos peuvent se marier, il n'y a plus aucune difficulté d'être parent. Voilà, enfin, un certain nombre d'idées totalement reçues. Moi, souvent, ce que je dis, c'est prenez la main de votre meilleur ami si vous êtes homme-femme, et puis vous verrez si vraiment il n'y a plus de problème. C'est une petite expérience qu'on peut tous faire assez rapidement. Et ça, c'est sans parler de nos familles. Donc voilà, ces sujets-là, ils reviennent très, très régulièrement. Par ailleurs, comme il y a des lois aujourd'hui qui encadrent soi-disant nos parentalités, donc le 2013, on l'a dit, hein, le mariage pour tous, et 2021, la PMA, eh bien, on nous dit il n'y a plus de sujet et c'est OK. Or, les lois n'ont jamais permis, a priori, si je regarde ce qui se passe aujourd'hui encore en France et un peu partout, les lois n'ont jamais permis d'empêcher ni les viols ni les meurtres. Et donc, ça montre bien qu'il peut y avoir encore des sujets. Et puis, il y a un sujet de discrimination. C'est-à-dire que donc, en fait, les lois ont permis de faire avancer les droits dans les faits, mais n'ont pas du tout permis de faire disparaître la réalité des discriminations. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant quand on a préparé cette formation, c'est que vous avez fait une petite recherche Google pour montrer le modèle, enfin l'image en fait qu'on renvoyait au quotidien sur les familles. Oui, exactement. Avant même de parler de discrimination, il y a un problème de visibilité où quand on tape le mot famille sur Google, eh bien, on tombe voilà, sur ces photos-là qui sont, comme on l'a vu, pas représentatives de la diversité des familles en France, avant même de parler des familles homoparentales. Et ça, on le voit sur Google, mais on le voit dans la littérature jeunesse, dans les films, dans les séries télé. Même si c'est en train de bouger un petit peu, il y a toujours quelque chose qui nous raccroche quand même au schéma hétéronormatif qu'on connaît. Et ça, c'est un enjeu pour nos familles aujourd'hui, mais c'est aussi un enjeu pour les familles qui sont, ou les gens qui aujourd'hui pourraient se projeter dans des schémas familiaux qui ne sont pas représentés. Et ça fait partie de notre ambition au sein du collectif de montrer par nos témoignages que nous existons, par les témoignages de tous ceux qui nous suivent, et aussi de le représenter dans la littérature jeunesse et dans d'autres actions au quotidien, des événements et autres. Est-ce que ça bouge un peu dans certains domaines, par exemple les séries télé, ou est-ce que du côté des... Voilà, quand on regarde les séries comme Sex Education, par exemple, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Est-ce que ça reste quand même très limité, ou est-ce qu'on sent quand même un petit frémissement dans les représentations? Alors, ça bouge un peu. Souvent, le problème, c'est que quand ça bouge, ça va être pour parler du sujet comme si c'était un problème et donc ça va devenir le sujet principal. Donc oui, ça bouge quand même, où maintenant de plus en plus on va avoir un couple d'homo parce que ça fait bien, parce que ci, parce que ça. La parentalité, on n'y est quand même pas encore. Et puis l'autre sujet, c'est que souvent, et on l'a vu dans une expérience, je ne sais pas si MC pour en parler ou pas, mais Marie-Clémence, mais on voit que très souvent quand même, il faut, quand il y a un couple de femmes, il faut rajouter un mec pas très très loin. Voilà. Donc ça bouge, mais tranquillement, vraiment très tranquillement. Ah oui, d'accord, pour valider quand même le projet, quoi. Ouais. OK. Voire pour participer à créer la parentalité, en fait. On n'imagine pas que les femmes peuvent accéder à la parentalité toutes seules, c'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il y ait un mec dans l'histoire. Donc, je pense à la série 10%, par exemple, où donc, deux femmes en couple, pas de problème, a priori, elles sont lesbiennes, mais à un moment, il va y avoir une aventure d'un soir avec un homme qui va créer une parentalité ensuite, qui va être une parentalité lesbienne, mais à un moment, il a fallu mettre un mec dans l'histoire, quoi. Et puis, au-delà du modèle qui, en fait, impose une forme de discrimination invisible, on pourrait dire, il y a des discriminations directes contre les personnes LGBTQIA+. Et donc, vous nous avez préparé des chiffres pour cette formation. Ouais, il y a des discriminations, du harcèlement, des injures, des propos stigmatisants qui continuent à peser sur nous. Donc, on le voit avec ces deux chiffres, 4 personnes LGBT+ actives sur 10 qui déclarent avoir été confrontées à des propos ou comportements stigmatisants dans le cadre du travail. Puis le deuxième que je trouve particulièrement marquant, c'est que 77% des personnes LGBT+ en couple ont renoncé carrément à afficher leur orientation sexuelle ou identité de genre au travail. Donc, en fait, pour se prémunir de discrimination ou de propos stigmatisants, on a plus de 3/4 des personnes LGBT qui se cachent au travail, qui ne sont pas elles-mêmes au travail. Et là, si je peux me permettre, Éléonore, du coup, on voit bien à quel point quand une famille veut se constituer et donc se lance dans un parcours PMA ou GPA, ça devient tout de suite un problème, puisque là, on a une vie totalement dissonante, quoi.
Et ces discriminations, elles existent dans la vie quotidienne au travail. Elles pèsent aussi pendant le projet d'accès à la parentalité. Puis on y viendra après. Elles pèsent aussi une fois que la parentalité est là. Et donc, Ouais, sur le projet exactement. d'accès à la parentalité, je vous laisse, ouais, Éléonore. Ouais, donc c'est difficile d'accéder à la parentalité. Alors, on l'a vu, la PMA, premièrement, a été interdite jusqu'en août 2021. Donc, on n'avait pas le droit de faire une PMA en France. C'était illégal pour les couples de femmes et les femmes seules. Donc, la loi était clairement discriminatoire. Il fallait se rendre à l'étranger, ce qui a un coût, ou alors pas de famille. Vous allez me dire, bah, ça va, c'était possible d'adopter quand même déjà. Est-ce que vous connaissez les chiffres de l'adoption? Je ne sais pas si vous savez, mais c'est difficile d'adopter en France. Alors, il y a à peu près 10 000 demandes par an pour 1 400 adoptions effectives. Et donc ça, c'est aussi, même quand on est un couple hétéro, bien comme il faut. Mais en plus, les couples LGBT sont confrontés, qui veulent adopter, sont confrontés à des discriminations directes. Je vais vous donner un exemple. Ça se passe en 2018. On est en Seine-Maritime et c'est la responsable de l'adoption dans le département qui parle. Et qui parle, elle dit ça, elle dit eux-mêmes sont un peu atypiques. Donc elle parle des parents, hein, par rapport à la norme sociale, mais aussi la norme biologique. Donc, il faut que leur projet supporte des profils d'enfants atypiques. Donc, en gros, cette dame, elle expliquait en 2018, 5 ans après la loi qui ouvrait l'adoption aux couples LGBT, que les couples LGBT n'étaient pas exclus de l'adoption à condition qu'ils soient ouverts au profil d'enfants atypiques. Donc ça, c'est des enfants qui sont plus âgés, donc ce n'est pas des nourrissons, qui ont un handicap ou un problème de santé. Évidemment, c'est important que ces enfants soient adoptés aussi, mais ce ciblage, c'est de l'incitation à la discrimination, de la discrimination. Et d'ailleurs, depuis, il y a une information judiciaire qui a été ouverte. Donc, ce n'est pas si simple d'adopter pour tout un chacun, et encore plus quand on est un couple LGBT. Donc, discrimination dans les modèles de représentation, discrimination dans le travail, dans la vie quotidienne, discrimination dans l'accès à la parentalité et discrimination après l'arrivée d'un ou d'une enfant. Oui, parce que ça ne s'arrête pas là. Donc là, on a quand même peu de chiffres. C'est ce qu'on vous disait et ce qu'on va vous redire pendant toute cette formation. On a peu de chiffres. On a un chiffre, par exemple, qui nous vient des États-Unis, qui nous dit que quasiment un enfant sur deux, c'était en 2005, ayant une mère lesbienne, avait eu à composer avec de l'homophobie dans son milieu. Et d'ailleurs, au-delà même de ces discriminations directes ou de ces problématiques diverses d'homophobie, de LGBT-phobie qui pèsent sur les enfants, sur les familles, il y a aussi une forme d'injonction qui pèse sur les familles. Peut-être, Marie, tu peux en dire 2 mots. Bah oui, clairement, il faut compenser tout ça. Donc, on va se surpasser, on va s'investir encore plus dans les associations, s'investir un peu partout, à la fois pour dire que si, nous sommes aussi des bons parents, mais aussi pour avoir ces espaces de discussion et faire un peu de pédagogie dans ces moments un petit peu charnières où on va faire les accompagnements à l'école et autres, envoyer de l'information et rassurer. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment prouvé de plus en plus. Alors, encore une fois, dans des études qualitatives, donc c'est toujours le problème, pas représentative, selon le qu'on en fasse, entre guillemets, mais toujours est-il que cette question de surinvestissement et de compensation est clairement établie dans les familles. Il y a une forme de double charge mentale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la charge mentale de la parentalité que tous les parents partagent, enfin, ouais, qui est souvent portée par un des 2 parents en général. Et puis, il y a, dans les couples hétéros, et puis il y a la charge mentale, en fait, d'expliquer, de faire ce que tu disais sur la pédagogie. Donc ça rajoute des tâches dans un environnement déjà bien chargé, parce que la parentalité, ça prend quand même déjà pas mal de temps, quoi. Voilà, exactement. Donc oui, ça, c'est une grosse charge mentale. Puis après, il y a cette notion de coming out permanent. Donc avant le coming out, il y a aussi le coming in, qui est une référence à un livre qui est vraiment super et je vous recommande, qui montre bien quand même le parcours que ça représente encore pour un certain nombre de personnes, hein, de vivre son homosexualité. Eh bien, en fait, chaque jour, dans toutes petites actions qui peuvent être inscrire un enfant à la crèche, l'école, les administrations, faire une carte d'identité, dans la rue, un voyage, c'est refaire son coming out, puisqu'en fait, il faut expliquer que oui, nous pouvons être 2 mamans avec des enfants, que oui, il peut y avoir 2 papas avec des enfants, et que oui, on peut avoir juste un grand lit pour des parents et des petits lits pour les enfants. Mais ça veut dire que systématiquement, dans chacune des actions, il faut le redire. Et ça, c'est une charge mentale énorme aussi. Je vous ai partagé le lien vers la BD Coming In.
de notamment Elodie Fonte, qui est une BD, enfin moi ça a été mon cadeau de Noël à tout le monde, qui est une BD absolument magnifique, très émouvante et par ailleurs très très bien dessinée. Ouais, tout à fait. Pardon Éléonore, je t'ai coupé. Pas de souci. J'allais juste dire qu'en plus, les administrations ne nous aident pas vraiment, puisque, donc, par exemple, ça, on va vous montrer un exemple de formulaire récemment modifié grâce à l'appui du défenseur des droits, donc modifié en février 2022, 9 ans après la loi qui ouvre la parentalité aux personnes LGBT. Donc, c'est super, il y a eu une modification, donc on le voit, il y a la possibilité de cocher, peut-être tu peux avancer, madame ou monsieur, puis encore madame ou monsieur, donc ça veut dire qu'on peut être deux madame, deux monsieur, ou un monsieur et une madame. Ok, c'est super. Le problème, c'est que dans le préambule de ce document, donc c'est l'introduction du document, donc c'est un document de déclaration conjointe de choix d'un nom de famille, donc dans le préambule, il y a une explication de comment on va remplir ce document. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce document ? Il est fait mention du nom du père, du nom de la mère et de comment ces deux noms doivent être accolés dans l'ordre. Donc, en fait, ils ont refait le formulaire administratif, mais ils l'ont refait qu'à moitié. Donc, bon, bref, pas merci, il y a encore du boulot. Et là, pour ça, je vous invite à aller voir justement sur le compte Insta du collectif Famille une petite vidéo qu'a fait Marie-Clémence sur une expérience qu'elle a vécue il y a 15 jours. Et elle explique très clairement ce qu'elle a vécu. Et c'est vraiment c'est très, très intéressant. On ne peut pas imaginer. Voilà. Donc, allez voir. C'est des violences administratives, en fait. Complètement. Et on nous dit dans le chat qu'il y a encore du taf pour les non-binaires, parce qu'en effet, on peut cocher que madame ou monsieur. Alors, deuxième idée reçue, être homo ou parent, il faut choisir. Alors non. Non, ni la loi ni la réalité ne disent ça. Et en fait, cette idée reçue, elle sous-entend plusieurs choses. Oui, il y a plusieurs sous-idées reçues. La première, c'est que la nature ne nous permettrait pas d'être parents. La deuxième, c'est que les personnes LGBTQIA+ ne seraient pas aptes à la parentalité. Puis la dernière, ce serait qu'on imposerait un certain mode de vie à nos enfants. Alors, peut-être commencer par la première, cette idée que la nature ne nous permettrait pas de devenir parents. Si on choisit d'être LGBT, on ne pourrait pas être parent. Est-ce que déjà, vous savez quel pourcentage d'enfants naissent en France grâce à une technique de procréation médicalement assistée, donc de PMA? Je veux dire, il y a des enfants qui naissent aussi dans des couples hétéros pour lesquels il y a eu un problème d'infertilité, par exemple, qui ont eu recours à la PMA pour surmonter ce que la nature ne leur permettait pas. Donc, est-ce que vous connaissez le pourcentage d'enfants qui naissent en France grâce à une technique de PMA? Bon, c'était un petit peu surestimé quand même. Non, pas 50%. 3,6. On n'est pas encore... pas loin. Ouais. On n'est pas encore dans un monde où 80% de la population est infertile quand même. Ceci dit, ça représente quand même 27 180 enfants par an, un enfant sur 28. En fait, ça fait, dans une salle de classe, vous prenez une salle de classe, statistiquement, il y a un enfant par classe qui est né par PMA. Donc bref, cette idée de nature, c'est relativement n'importe quoi. Puis par ailleurs, on est sur Zoom, on est en visioconférence. À ce que je sache, ce n'est pas tout à fait naturel d'être sur Zoom en visioconférence. Et il y a une deuxième sous-idée reçue donc, qui est l'aptitude à la parentalité. Donc les personnes LGBT ne seraient pas aptes à la parentalité. Alors Marie, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ont besoin les enfants pour grandir? Moi, on m'a toujours dit qu'ils avaient besoin de déjà bien manger, bien dormir et surtout d'amour et de sécurité. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, effectivement. Et donc, a priori, l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec la capacité d'apporter de l'amour et de la sécurité. Et par ailleurs, en fait, quand on parle d'aptitude à la parentalité, on parle de stéréotypes. Et peut-être, Marie, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, là, on fait face à des stéréotypes qui sont clairement liés au LGBTQIA+, l'instabilité, des vies sexuelles débridées, voilà, les femmes lesbiennes qui détesteraient les hommes. Alors, comment on peut élever un garçon si on déteste les hommes? Voilà, des choses aussi ridicules que celles-ci. Donc, pas apte, instable, risque, voire même parfois, on peut entendre encore d'agressions sexuelles, d'inceste et autres. Bon, bref, c'est complètement nauséabond, mais toujours est-il que ça existe. Et on peut vous dire, on a juste 2 chiffres à partager.
les mariages hétéros, il y a quand même aussi un divorce sur 2, donc une séparation sur 2 mariages, et pas d'augmentation forte du divorce depuis 2013, donc depuis que les couples homo peuvent se marier. Donc a priori, il n'y a pas plus d'instabilité ou moins d'instabilité. Et puis, est-ce qu'on peut être d'accord que parfois le divorce est une bonne nouvelle? Tout à fait, exactement. Par ailleurs. C'est un choix qui peut rendre un peu plus stable. D'accord. Parfois, c'est vrai, parfois le divorce est une preuve de stabilité psychologique. Oui, oui, tout à fait. Et puis derrière, il faut aussi parler d'un truc, c'est que tous ces parcours-là, de choisir d'avoir accès à la parentalité dans un couple LGBTQIA+, c'est aussi beaucoup de choix, c'est un temps long, c'est des investissements qui sont aussi importants. Et très souvent, il y a des suivis, beaucoup de réflexions qui peuvent amener, alors est-ce que c'est de la stabilité? Je suis bien d'accord avec toi, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, plus de réflexion et de recul. Et donc des armes, entre guillemets, pour affronter après la parentalité, qui n'est quand même pas un exercice facile. Et puis, vous avez mis dans la formation une publicité dans laquelle on a un peu discuté. Ouais, effectivement. Alors, vu comme ça, cette pub, vous allez me dire, elle est super. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais vu une pub comme ça. Mais en fait, cette pub, qui parle donc de 2 mamans, elle s'insère dans une publicité plus large qui, en fait, pointe cette instabilité, ce dysfonctionnement. Il y a on peut observer une volonté de faire du progressisme, mais en fait, on continue à mettre cette famille avec 2 mamans dans la case bizarre. On continue à pointer le fait que ce soit bizarre au même titre que d'autres familles qui sont pas tout à fait comme les autres. Donc, je la trouve assez intéressante, cette pub. Il y a le côté positif ils ont voulu faire un effort manifestement pour justement rendre visibles différents types de familles. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'ils rendent visible le fait que ces familles seraient à part, quoi. Et ils les incluent pas dans parce qu'il n'y avait pas un quatrième visuel avec une autre famille, quoi. Il y avait que des visuels avec des familles que eux vont considérer comme spécifiques. C'est ça. On pointe quand même la bizarrerie derrière ces familles-là. Donc, ouais, cette pub, elle me met toujours un peu mal à l'aise. Et puis, troisième stéréotype, idée reçue, tu imposes ton mode de vie à un enfant qui n'a rien demandé. Oui, quelque part, il y a cette idée d'un choix un peu égoïste. Bon, quelque part, moi, je suis née d'une famille catholique, 5 enfants. Je n'ai pas choisi ma famille. J'adore ma famille, mais n'empêche que je ne l'ai pas choisie non plus. Donc, c'est la base de la parentalité. Et comme tu l'écrivais, excusez-moi, vous avez bien donné votre accord pour naître dans une famille dans laquelle vous aurez 2 grands frères qui habiteraient à Rambouillet. Non, personne n'a fait. Et n'empêche qu'on s'en est tous à peu près sortis. Donc, les enfants s'adaptent. Et de quoi donc ils ont vraiment besoin pour grandir? Encore une fois, Éléonore, cette fois-ci, c'est toi. D'amour et de sécurité. Voilà. Donc, a priori, le besoin principal des enfants, c'est plutôt d'avoir des parents, qui se sentent bien. Et là encore, le rapport entre l'orientation sexuelle et le fait d'être bien dans ses baskets et donc d'être capable d'apporter amour et sécurité n'a absolument rien à voir avec la choucroute. Donc, être homo aux parents, il faut choisir. Deuxième idée reçue, c'est faux. Troisième idée reçue, est-ce qu'il ne manquerait pas quand même un modèle masculin ou féminin aux enfants? Ouais, alors ça, c'est typiquement ce qu'on a beaucoup entendu pendant les manifs pour tous en 2013, en 2019 de nouveau. C'est cette idée qu'il manquera forcément quelque chose aux enfants, un modèle, un parent, que l'enfant a absolument besoin d'un papa et d'une maman. Rappelez ce slogan, un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Je l'ai encore qui tourne dans ma tête quand même. Bon, bref, c'est faux. On va essayer de vous le montrer. Donc, déjà, première chose quand même, quand vous entendez modèle masculin ou modèle féminin, globalement, il y a un problème. Quand on entend cette phrase, en fait, on entend des stéréotypes. Il y a un problème de stéréotypes à déconstruire, de stéréotypes qui pèsent sur les femmes, sur les hommes, d'idées reçues, de préjugés. Et donc, pour déconstruire les stéréotypes sur ce que serait le féminin, le masculin, j'aime bien un jeu des ours que peut-être vous connaissez, qu'on peut proposer aux enfants. Alors, le principe du jeu, c'est qu'on a 2 ours strictement identiques et les enfants vont devoir deviner si c'est monsieur ou madame ours dans une série de situations. Ce qui est drôle ou désespérant, c'est qu'en fait, les enfants ont intégré très tôt les stéréotypes de genre et ils veulent toujours trouver une différence entre monsieur et madame ours, même sur la première image où on voit les deux. C'est-à-dire qu'ils vont dire que monsieur ours est plus grand
et qu'il a des plus grands pieds. Les pieds, ça ressort beaucoup. Et que Madame Ours a plus de cheveux, alors que c'est un copier-coller de la même image, vous en conviendrez avec moi. Donc bref, jouons pour voir. Est-ce que sur l'image suivante, c'est monsieur ou madame? Je pense que vous pouvez imaginer peut-être ce que disent les enfants. Et voilà. Et puis sur l'image suivante, il y a toute une série d'images comme ça, on pourra vous mettre le lien aussi dans les ressources. C'est assez intéressant. Ce jeu, il permet de montrer qu'en fait, il y a des stéréotypes. Ce qui est intéressant quand on le fait avec un groupe d'enfants, c'est qu'il y a toujours un enfant qui lève la main et qui dit « Ah non, moi, c'est mon papa qui repasse sa chemise, machin. » Bref. Les stéréotypes, ils se construisent dès le plus jeune âge et ils se déconstruisent aussi dès le plus jeune âge. Donc, je pense que c'est à nous de jouer là-dedans. Et par ailleurs, Marie, je pense que tu souhaitais nous faire un petit rappel sur cette histoire de modèle masculin ou féminin. Oui, c'est surtout redire en fait de quoi les enfants ont besoin pour grandir. Est-ce qu'ils ont besoin d'un modèle féminin et d'un modèle masculin? Et Léonore, qu'est-ce que tu en penses? A priori, non. A priori, ils ont plutôt besoin d'amour et de sécurité. On y revient. Alors, on le dit beaucoup. Moi, j'aime bien ça, dire ça. Je trouve que c'est un argument qui, quand même, permet de déconstruire énormément de choses, en fait. De rapporter les bases, en fait, de quoi a besoin ton enfant. Voilà. Ton enfant, il a besoin de manger, de dormir, voilà, et puis d'amour et de sécurité. Et en fait, une fois qu'on a posé ça, et que je pense qu'il y a plein de gens, je ne parle pas d'Éric Zemmour, Valérie Pécresse et compagnie, mais il y a plein de gens dans la société, je pense qu'on peut raccrocher par ça, parce qu'ils partagent en fait cette idée que oui, les enfants, ils ont principalement et quasiment uniquement en fait besoin de manger, de dormir et d'amour et de sécurité. Un peu de switch de temps en temps parfois pour certains, voilà, mais globalement d'amour et de sécurité. Et je trouve que c'est un bon moyen de raccrocher les gens en fait, en rapportant c'est quoi le fondamental en fait. Et tout ce qui est à côté, donc le sexe des individus, l'orientation sexuelle, en fait, pareil, résultat, passe au second plan des échanges. Oui. Et du coup, cette question du parent bien dans ses baskets, c'est ce qui va porter l'amour et la sécurité aussi en tant que parent. Tout à fait. Alors, on nous dit aussi de chocolat, c'est vrai. J'avoue qu'il y a besoin de chocolat. Mais peut-être plus pour les parents, là, pour le coup. Pas que de chocolat, alors. Donc, il existe plein de familles différentes. Ouais, c'est ça. Il y a déjà en fait plein de familles dans lesquelles il n'y a pas forcément un modèle féminin et un modèle masculin. Donc, par exemple, pour vous donner quelques chiffres, en fait, un quart des familles françaises sont monoparentales. Donc, dans un quart des familles en France, a priori, il n'y a pas un papa ou il n'y a pas une maman. Enfin, plus souvent, il manque le papa d'ailleurs. Ça, c'est des chiffres de l'INSEE. Et puis, bon, par ailleurs, il y a aussi une chose, c'est qu'en fait, le modèle hétéro, c'est pas un modèle synonyme de modèle parfait. Donc, en fait, c'est la slide suivante, il y a aussi des enfants qui grandissent dans des familles hétéro bien comme il faut, on pourrait se dire, mais en fait où il y a par exemple des violences conjugales, des violences physiques, des violences sexuelles dont les enfants parfois sont directement ils voient. Ouais. Ouais, voilà, ils sont co-victimes de ces violences-là. Bref. On nous dit aussi qu'on n'a pas assez de recul pour savoir. Ouais, exactement. Marie, peut-être tu peux répondre à ça? Alors ça, c'est ce qu'on nous dit, mais clairement, c'est absolument pas ce que nous prouvent les études qui ont été faites, encore une fois, même si on nous dit qu'elles ne sont pas représentatives, patati patata, hein, mais n'empêche que les études montrent qu'il n'y a pas d'impact dans la question de l'homoparentalité. À la limite, l'impact qu'il y a, c'est sur, encore une fois, les discriminations et le regard que la société peut porter sur les parents, mais absolument pas sur l'éducation et sur... Il n'y a rien d'atypique qui ressort. Et même d'ailleurs, voir ce qui ressort, c'est plutôt qu'ils ont des forces autres qu'ils ont dû déployer par rapport aux discriminations auxquelles ils ont dû faire face. Donc, il y a des études qu'on vous a mis dans le PowerPoint et notamment des citations d'une chercheuse sur des études qui ont été menées justement sur les enfants de couples de même sexe. Ouais. Et puis, il y a une dernière idée reçue sur le modèle masculin et féminin, ou l'absence d'un modèle masculin ou féminin, c'est que ces enfants vont tous devenir LGBT. Ouais, c'est une idée reçue qu'on entend parfois. Alors déjà, moi, quand j'entends cette phrase, ça me fait un petit stop. Ça me fait, et alors, est-ce que c'est donc un problème d'être LGBT? Parce que clairement, c'est ce que pointent en fait les personnes en disant que en pointant que c'est presque un risque de devenir LGBT. Et puis bon, ensuite, si vraiment on doit leur répondre quelque chose à cette absurdité, il y a des études qui nous montrent que a priori,
c'est plutôt faux, qu'il n'y a pas de différence de transmission. En fait, tout simplement qu'on ne transmet pas son orientation sexuelle à des enfants. Enfin, on le sait, il y a des parents hétéros qui ont des enfants LGBT. Donc, c'est bien la preuve qu'on ne transmet pas son orientation sexuelle à ses enfants. Donc, est-ce qu'il manquera un modèle masculin ou féminin? C'est faux. Donc, Non. si on récapitule. Si on récapitule, du coup, on manque de chiffres. Et on l'a redit, et on peut le redire encore une fois, à quel point c'est hyper important d'aller chercher ces chiffres pour faire bouger les politiques publiques. Les discriminations sont massives. Et la capacité à être parent n'a absolument rien à voir avec le sexe ou l'orientation sexuelle. Ça peut paraître bateau, hein. Et puis, un petit sondage avant qu'on donne la parole, qu'on échange avec Marie-Clémence. Est-ce que vous seriez intéressé par une session 50 minutes pour comprendre la PMA pour toutes, depuis le passage de la loi bioéthique? Bon, là, je ne sais pas qui va dire non en même temps. OK. Beaucoup de oui. Merci pour votre enthousiasme. Ouais, trop bien. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, Zoom est ouvert, hein, si vous voulez qu'on organise une session comme ça bientôt. Ben, merci beaucoup pour cette formation. On va terminer par un échange avec, je vous garde, hein, Éléonore et Marie, évidemment. Marie-Clémence, je ne sais pas si tu peux, oui, normalement, tu peux allumer ta caméra et ton son. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. On est hyper contente. Donc, tu es blogueuse, cofondatrice du collectif Famille et puis autrice du livre « On ne choisit pas qui on aime ». Alors, je vais épingler ta vidéo pour que tout le monde te voit bien. Normalement. Hop, voilà. On nous dit magnifique livre dans le chat. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc j'ai 34 ans et en fait, j'ai raconté mon histoire donc, dans ce livre. On ne choisit pas qui on aime parce qu'en fait, moi, je viens d'une famille catholique, bourgeoise, une bonne famille, hein, comme on dit chez moi, avec des frères et sœurs, des parents qui s'aiment, voilà, la messe tous les dimanches, etc. Et puis, alors que j'étais avec des garçons et que j'étais persuadée de faire ma vie avec mon petit copain de l'époque, et ben à 20 ans, j'ai rencontré Aurore, qui avait 8 ans de plus que moi, enfin qui a toujours 8 ans de plus que moi. Je l'ai rencontrée il y a 13 ans et j'ai tout quitté pour elle. Donc ça fait 13 ans qu'on est ensemble, on est mariés et on a 2 petites filles nées par PMA que j'ai portées, Charlie et Billy. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé avec ton entourage? Alors, je précise juste parce que quand on a préparé cette rencontre et que donc Marie et Éléonore m'ont proposé des questions à poser à Marie-Clémence, j'ai dit, c'est quand même hyper intime. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler d'intimité. Et Marie disait, tu m'as dit, mais nous, notre collectif, il s'est construit là-dessus aussi. Il s'est construit sur nos vies et nos intimités. Donc, je le précise parce que voilà, ce n'est pas mon habitude de poser des questions intimes aux gens en public, en privé beaucoup, mais en public, pas trop. Donc, comment est-ce que ton entourage a réagi est-ce qu'il y a eu des réactions différentes d'abord sur le fait que tu sois lesbienne et sur le fait que tu sois parent? Est-ce que ça a mieux réagi dans un des deux cas? Voilà. Comment ça a réagi autour de toi? Alors donc, comme je le disais au départ, moi, venant d'une famille catholique, l'homosexualité était un sujet, enfin, je ne considère pas ma famille comme homophobe, mais en tout cas, c'était un sujet tabou. On n'en parlait pas, on ne parlait pas de manière générale de sexualité, hein, chez nous. Donc, quand je leur ai annoncé que j'étais avec Aurore, ça a été un énorme bouleversement, surtout avec ma mère à l'époque. J'étais persuadée que ce serait elle qui l'accepterait le mieux et en fait, pas du tout. Pour elle, ça a été quasiment un traumatisme. Donc, ça a mis plusieurs années avant qu'elle accepte la situation. J'ai vécu énormément d'homophobie dans ma famille. Il faut savoir que 90% des membres de ma famille étaient aux manifs pour tous, faisaient même partie des veilleurs, etc. Ce sont des cathos intégristes, donc forcément, ça ne leur plaisait pas du tout. Et il y avait clairement un double discours aussi de, ils nous accueillaient avec Aurore aux événements de famille, etc. Mais par contre, le dimanche, ils allaient aux manifs. Donc, c'était une période très, très douloureuse pour moi. Et donc, ça a mis du temps à se construire. Moi, ma manière de militer, c'est de raconter mon histoire. Donc, c'est ce que je faisais. Je leur racontais ce que je ressentais. Je leur ai parlé énormément d'Aurore. Et puis, le temps a bien fait les choses et a pu faire évoluer notre relation. Et puis, au moment donc, de notre projet de PMA avec Aurore, j'avais décidé de ne pas en parler avant, tant que ce n'était pas fait. Parce que j'avais très, très peur des remarques. Parce que j'avais très peur justement de cette double pression dont les filles parlaient tout à l'heure.
il ne s'agit pas juste de est-ce que je vais être un bon parent, mais il s'agit de est-ce que je vais être un parent exceptionnel vu que j'ai fait le choix d'avoir un enfant avec une femme. Donc, c'était une vraie pression. Donc, je leur ai annoncé une fois enceinte de 3 mois. Et puis, finalement, ma mère, elle a eu une réaction qui était très honnête. Elle a pleuré, pas de joie, voilà. Comme dans d'autres cas de famille, elle n'a pas pleuré de joie. Elle était chamboulée. Elle a même fait un malaise, donc c'est dire. Mais elle m'a dit, écoute, c'est très dur pour moi, mais je suis pour la vie. Donc, voilà, ils ont très, très bien accueilli nos 2 petites filles. Elles sont considérées comme leurs cousins et cousines. Il n'y a aucune différence. Elles reçoivent énormément d'amour et tout se passe très bien. Mais je sais qu'au fond, ma relation de couple avec Aurore, celle-ci ne sera jamais totalement acceptée. Est-ce que tu t'es reconnue ce qui a été raconté tout à l'heure sur les difficultés du quotidien, dans les parcours, dans l'école, dans les discriminations? Est-ce que toi, tu as été confrontée à ça? Oui, complètement. Et ça, je le découvre au jour le jour, hein, forcément. Comme le disait Marie tout à l'heure, on fait déjà un coming out quotidien, vraiment. Enfin, encore aujourd'hui, hein, je suis allée dans une boutique avec ma fille. Ah oui, et le papa? Alors non, il n'y a pas de papa. En fait, on est 2 mamans. Et puis, voilà, on prend l'habitude de répéter sans arrêt, notre histoire. On est obligé d'introduire les gens tout de suite un peu dans notre intimité. Et aujourd'hui, je découvre tous les labyrinthes administratifs que ça représente quand on est 2 mamans. Déjà par le parcours d'adoption plénière qu'on a dû faire pour notre première fille. Et puis pour notre deuxième fille, là, qui a 7 mois, on a profité de la nouvelle loi bioéthique en faisant une reconnaissance commune. Et ça a été long et compliqué. Et encore il y a peu de temps, c'est la vidéo dont Marie parlait, j'ai voulu simplement faire un passeport à ma fille. Et puis, la dame à la mairie était perdue parce que j'avais rien noté dans la case père et qu'elle voulait absolument qu'on note ma femme dans la case père. Et en fait, je voulais pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en ai marre qu'il y a forcément une de nous deux qui soit obligée de rentrer dans une case qui n'est pas la nôtre, en fait. Notre fille n'a pas de père et c'est compliqué, c'est douloureux parce que là, j'avais ma petite fille de 7 mois dans les bras et forcément, elle comprend pas grand-chose. Mais ça me met en colère quand ma fille aînée, qui a 3 ans et demi, elle entend ces choses-là. Elle n'a pas à entendre ça. Et donc, justement, aujourd'hui, tes filles, elles sont confrontées à l'homophobie. Est-ce que tu arrives comment tu fais pour essayer de les... Alors, je ne sais pas si on peut les protéger complètement de ça, en fait, parce que de toute façon, nos enfants vivent dans un monde où il y a encore énormément d'homophobie. Comment est-ce que tu fais pour les outiller, peut-être, là-dessus? Ou pour préparer l'outillage pour plus tard? Alors déjà, on leur raconte souvent, on me dit: «Mais comment est-ce que tu expliques ça à ta fille? Est-ce que tu lui en as déjà parlé?» et cetera. Mais en fait, il y a rien à cacher. C'est-à-dire que Charlie, même quand elle ne comprenait pas encore grand-chose, on lui parlait de son schéma familial, on lui racontait les choses et elle-même a vécu, par exemple, notre parcours de PMA pour notre deuxième fille. Charlie, on lui expliquait ce qu'on faisait. On lui expliquait qu'on allait chercher une graine en Espagne, qu'il y avait un monsieur qui allait nous donner une graine parce que pour faire un bébé, il fallait absolument qu'il y ait une graine et un œuf et qu'il y avait un monsieur qui acceptait de nous en donner une et que grâce à lui, on allait pouvoir avoir une petite sœur pour elle. On l'a impliquée tout de suite dans ce parcours et les choses sont très naturelles pour elle. L'homophobie, en fait, pour le moment, elles ne la vivent pas de plein fouet parce qu'elles sont petites et que à l'école, en fait, les enfants s'adaptent extrêmement vite. C'est-à-dire que combien de fois j'ai assisté à des scènes où ma fille s'est retrouvée face à un copain qui lui dit: «Mais et ton papa, il est où?» Et Charlie, elle dit: «Ah mais moi j'ai pas de papa, j'ai 2 mamans». Elle a 3 ans et même à 2 ans, elle disait ça et le petit copain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait: «OK» et puis il repart jouer. En fait, pour lui, c'est aussi simple que ça, comme, voilà, maintenant moi j'ai un grand frère, ah bon, moi j'ai une sœur, puis voilà, et puis il passe à autre chose, en fait. Donc l'homophobie, elle vient plus du monde adulte et pour le moment, elles ne le vivent pas directement et j'essaie de les protéger au maximum et moi, mon rôle, c'est simplement d'essayer par contre de leur trouver de lui montrer que sa famille, oui, il y en a pas énormément comme elle. Dans son école, c'est la seule à avoir 2 mamans. Il y a même pas d'autres enfants qui a même 2 papas. Mais que sa famille, elle existe et qu'elle a autant de valeur que toutes les autres familles. Et ça pour moi, c'est hyper important. Et ce qui manque réellement et ce pourquoi je me bats par contre quotidiennement, c'est pour qu'il y ait de la représentation, de nos familles, dans les livres qu'elle va lire à la maison, dans les dessins animés qu'elle va regarder. Et c'est ça où il y a un vide énorme encore aujourd'hui. Tu racontais qu'elle avait fait récemment des dessins où elle avait Ouais. dessiné des familles. Oui, alors avec le collectif famille, on essaie de trouver justement des outils pour justement travailler ces sujets-là avec nos enfants. Et Marie nous a proposé la dernière fois une planche en fait avec plein de personnages, des hommes, des femmes et des enfants. Et j'ai fait l'exercice cette semaine avec ma fille, voilà, cette planche. Et je lui ai demandé de découper. On a découpé ensemble les personnages et je lui ai demandé de composer des familles avec ça. Et j'avais hyper peur, évidemment, parce que
je sais bien que toutes les histoires qu'elle lit à la maison, il y a à chaque fois un papa et une maman. Donc, je me suis dit, mon Dieu, elle va me faire que des familles hétéroparentales. Et en fait, tout de suite, la première famille qu'elle a construite, c'est la nôtre. Elle a pris 2 mamans et 2 enfants. Elle a dit, ça, c'est ma famille. J'ai ma maman, ma mamoune et ma petite sœur Billy. OK, ça, c'était le centre, c'était sa famille. Et autour de ça, elle a construit d'autres familles. Alors, elle a construit des familles hétéros, avec un papa, une maman, des enfants. Elle a construit des familles sans enfants. Elle a construit une famille avec 2 papas sans enfants et une famille avec un papa tout seul et un enfant. Et ça m'a énormément touchée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que elle, à son échelle, sa famille, c'est le centre, tout part de là. Donc, c'est ça. Elle a bien conscience qu'il y a plus de familles hétéroparentales autour d'elle, mais sa famille reste le centre et pour elle, c'est hyper naturel et il n'y a pas de problème à tout ça, en fait. C'est fluide. Et ça m'a énormément touchée. Je me suis dit, OK, c'est bon, on est sur la bonne voie. Est-ce que tu as vu bouger les choses dans ton entourage quand même? Ou le fait que tu sois là, que les enfants soient là, que tu vois? Ouais, les choses bougent. Je sais que ma famille, bah, voilà, la première, déjà mes parents, ils étaient même opposés à l'époque à l'avortement, donc on part quand même de très, très loin. Et aujourd'hui, bah, en fait, ils se rendent compte que Charlie et Billy sont leurs petites filles et qu'elles ont autant besoin de moi que d'Aurore, en fait. Vraiment, ils s'en rendent compte, quand Aurore n'est pas là, Aurore manque à mes filles et inversement. En fait, ce que je dis très, très, très souvent, et c'est pour ça que le fait de témoigner par le collectif et tous les supports qui nous sont donnés, pour moi, c'est très important, c'est qu'en fait, c'est quand on se connecte à la réalité, quand on a une famille devant soi, mais en fait, on a une famille, c'est tout. Et puis les grandes théories, et les grands textes qu'on a pu lire, et puis les grandes thèses religieuses, etc., tout ça, ça passe à la trappe, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a 2 enfants qui sont épanouis, en tout cas pas moins que dans une autre famille, et tout se passe bien, tout le monde va bien, et puis qu'il faut arrêter de s'inquiéter pour nous, quoi. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Les gens disent que c'est trop mimi et que ça fait du bien ce témoignage. Éléonore, Marie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on termine? Oui, bah moi, je rebondis juste sur ce dernier. Ça fait du bien ce témoignage. Je trouve que, en tout cas, moi, ce que je vis dans le collectif, c'est que ça fait énormément de bien de pouvoir se connecter à ces familles, de voir cette diversité, de voir cet amour, parfois dans les difficultés, mais comme dans toutes les familles. Et ça, c'est extraordinaire, en fait, cette connexion qu'on vit ensemble, bah, c'est juste dingue. Et donc, c'est pour ça que la bienveillance, l'amour, dont on parlait tout à l'heure, hein, la sérénité, l'amour, bah, en fait, elle est nécessaire dans tout, pas que dans nos familles, partout. Donc, c'est aussi un peu le message qu'on a envie de faire passer dans ce collectif, quoi. Et j'ai juste vu, si je peux me permettre, dans les commentaires, la question de oui, dans nos familles, on a aussi on apporte autre chose, c'est que la question de la déconstruction et des stéréotypes qui dépassent la question de nos familles, en fait. Et notre famille est une clé d'entrée, mais derrière, ça questionne toute la société et ça, c'est hyper riche pour les enfants. Éléonore? Pas forcément grand-chose à rajouter. Peut-être juste préciser qu'on organise bientôt le premier festival dédié aux parentalités LGBTQIA+, les 2 et 3 avril à Lyon. Et je vais vous mettre le lien pour éventuellement vous préinscrire dans le chat. Et puis, on lance aussi une campagne Ulule pour le premier album jeunesse inclusif du collectif. Et je vais aussi vous mettre le lien dans le chat. Super, merci beaucoup. Ce qu'on fera, c'est qu'aussi, on n'a pas le temps d'ouvrir le débat sur la GPA, j'en suis désolée, mais on pourrait... J'avais proposé de faire 5 idées reçues dessus, mais ce ne sera pas moi qui l'animera. On peut aussi mettre tous ces liens, Éléonore et Marie, dans le mailing qu'on va envoyer avec le replay. Voilà, donc en conclusion, n'hésitez pas à me dire dans le chat, à nous dire ce que vous en avez pensé, mais vous avez déjà dit plein de merci. Voilà, merci beaucoup pour vos messages. Vous aurez le replay et puis le support PowerPoint de la formation qu'on vous enverra, des visuels à partager. Donc, on vous mettra la planche à découper du collectif Famille et puis tous les liens qui ont été mis avec la campagne Ulule et puis le lien vers le festival de début avril. Et puis, vous avez toutes les autres formations qui sont disponibles en replay. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à les voir et à les partager. Vous avez la possibilité également de rejoindre un groupe WhatsApp si vous voulez. Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est un groupe WhatsApp sur lequel il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange. C'est juste pour recevoir des infos quand il y a des nouvelles dates de formation qui sont proposées. Donc, je vous mets juste le lien dans le chat. Et ensuite, je vous libère. Voilà. Merci beaucoup pour vos messages, en tout cas. Hop, WhatsApp, je vous mets le lien.
Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup au collectif Famille, à Éléonore et Marie. Merci à Marie-Clémence. Voilà, vous avez les références de son livre. On vous les remettra évidemment dans le mail. Merci beaucoup. Merci. Et on a échappé au troll ce soir. Merci. Merci. Bonne soirée tout le monde.